Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, la série de Ricciardo. Ah oui, c'est vrai qu'il va faire une série lui aussi. Quel enfer. Je me demande bien ce que ça va raconter, vu ses perfs médiocres de 2021-2022. On cherche un scénariste, je pense qu'une fois que vous avez trouvé le scénariste, la production, ils sont tous derrière. Mais il s'agit maintenant de trouver un scénariste approprié qui donnera à la série une bonne direction. Alors autant j'avais bien aimé la série sur Alonso, Fernando d'Amazon Prime là, mais qu'est-ce qu'il va raconter dans sa série Ricciardo en fait? Il veut pas concurrencer le film d'Hamilton et de Drive to Survive, mais bon, honnêtement, qu'est-ce que ça va apporter en plus quoi? Surtout que ses perfs sont pas mirobolantes, désolé. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sens que ça va être de la merde. On essaiera de voir ça sur Twitch dès quand ça sortira l'année prochaine. Vous dites que 5 ou autres pilotes ont des projets et honnêtement ça me rendrait heureux, parce que nous essayons évidemment de pousser le sport vers un plus grand public. C'est évidemment fictionnel, mais ça va découler d'une réalité de ce qu'est la F1, avec un peu de Hollywood derrière. Ouais, donc ça se trouve ça va être pipoté, il va y avoir des histoires racontées et tout, des histoires inventées même. Cet intérêt est bon, d'une certaine manière je suis pas arrogant, mais je suis pas surpris de l'intérêt que suscite la F1 en ce moment en tant que marque, qui est très important. Je savais donc, surtout quand je pense que le Hollywood Reporter a repris l'histoire et l'a publié, que j'allais probablement avoir de l'influence. Mais on ne sait jamais, donc je suis heureux. J'ai évidemment été heureux de le voir, oui je vais en parler, mais il ne s'agit pas de moi. Je suis excité à l'idée de mettre mon nom dessus, et je vais travailler dans les coulisses, mais je veux pas que non plus qu'on dise « Hey, c'est Daniel Ricciardo ». Je vais juste être là comme un fan en arrière-plan qui essaie d'apporter un peu de lumière. Je vais probablement finir par m'expliquer plus que je l'envisageais. Bon, je suis pas trop hypé par ce projet, personnellement. Ciao. Alors, la FIA réagit et rappelle les règles des contrats en F1. Et oui, la FIA qui va se mêler à l'affaire Alpine, McLaren et Piastri, quoi. En même temps, je dirais pas que c'est leur rôle, parce que honnêtement, ils ont pas à s'en mêler de ça, je trouve. Ça concerne deux écuries plus un pilote. En quoi la FIA doit intervenir, en fait? C'est pas leurs oignons, si, je sais pas, moi, y a comment que ça choque, là? Ils aiment bien se mêler de trucs qui la regardent pas forcément, la FIA, j'ai l'impression. Le Driver Contract Recognition Board de la FIA a été créé pour traiter les questions de priorité contractuelle entre les pilotes et les équipes de F1, rappelle Ben Sulayem. C'est pourquoi nous comptons sur leurs décisions pour résoudre leurs conflits. A noter que le CRB ne pourra toutefois pas traiter le litige commercial entre Piastri et Alpine, l'équipe française pouvant toujours traîner l'Australien en justice devant la haute cour de Londres. Alors imaginez, Piastri, la FIA donne raison à Alpine sur ce contrat, et qu'au final, Piastri se retrouve chez Alpine, et la gueule qu'il ferait alors qu'il a dit dans le tweet je roulerai pas pour Alpine en 2023, alors oh là là, ça serait terrible, l'ambiance dans l'équipe, waouh. Je crois que ça serait pas bon. Et il ferait cette tête-là d'ailleurs, Piastri, Oscar. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors ça m'intriguait ce qu'avait dit Van Dorn. Donc j'ai essayé de creuser, je suis retombé sur une déclaration de sa part fin novembre 2019. Et il insinue que Alonso était clairement favorisé par rapport à lui. Systématiquement battu en qualif et en course par l'Espagnol, Van Dorn avec une saison 2018 proche du calvaire. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe en coulisses, toute la politique. Je peux pas tout dire, mais vous pouvez bien imaginer certaines choses. Difficile avec le recul d'en parler sans donner le sentiment de cracher dans la soupe. Néanmoins, le Belge est revenu plus clairement sur ce qu'il avait déjà laissé entendre de ses collaborations avec Alonso. J'ai jamais eu de problème avec lui, mais il avait toujours ce qu'il voulait. Il y avait toujours 2 ou 3 personnes haut placées dans l'équipe qui s'assuraient que tout se passait comme Fernando le voulait. L'équipe lui a apporté tout le soutien et les ressources nécessaires. N'importe quel pilote voudrait profiter d'un tel matériel supplémentaire pour être plus performant que son équipier. Sur le papier, j'ai jamais terminé devant lui, mais de tous ses coéquipiers, j'étais le plus proche. McLaren n'a jamais dit de ne pas finir devant lui, mais ils m'ont demandé en course de le laisser passer. Il le faisait presque toujours. Alors, c'est pas le tout, mais Alonso avait répondu à ça quelques jours plus tard. Les propos de Van Dorn sont remontés jusqu'aux oreilles d'Alonso. Les faits sont différents, se défend Alonso. Je l'ai battu 21-0 en qualif durant notre seconde saison ensemble, alors que je lui avais pourtant donné l'aspiration à Spa et à Monza en qualif. Avant de parler de réputation, il faudra en premier vérifier les faits. Donc voilà, étonnant. J'étais passé à côté de ça, mais en même temps, j'avais pas ma chaîne à l'époque. Donc j'avais pas tout regardé, l'actu, etc. J'étais moins au fait que maintenant. Mais ouais, effectivement, Van Dorn, il en a gros sur la patate, visiblement. D'après ce qu'il dit, en tout cas, Alonso était favorisé chez McLaren pour pas le froisser, Fernando. Alors, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il en rajoute pas un peu pour expliquer pourquoi il s'est fait défoncer à ce point-là par Alonso? À vous de me dire ce que vous en pensez, ciao. Van Dorn n'a jamais douté de ses capacités après avoir quitté la F1. Le Belge pourrait devenir champion de Formule 1 ce week-end. Donc ça, on en parlera sur Team Motorsport, comme d'habitude.
Bon, alors, il parle surtout de la Formule 1, c'est pour ça que je mets cette news ici, pour le coup. S'il avait pas trop souffert de la comparaison avec Alonso la première année, le double champion du monde sera impitoyable avec lui la saison suivante. Il va lui infliger un cinglant 21-0 en qualif et marquera 50 points contre 12 seulement pour Van Dorn. Ces résultats ayant finalement été jugés insuffisants, McLaren décidera de le remplacer par Sainz pour la saison 2019 et le Belge ne reviendra jamais en F1. Mais celui qui est désormais âgé de 30 ans n'a donc jamais douté de lui. Alors honnêtement, Van Dorn, je sais pas trop quoi penser de lui. Est-ce qu'il est vraiment bon ou pas? Il avait tenu la comparaison avec Alonso la première saison, mais après quand même il s'est effondré quoi, la deuxième. Donc je comprends pas, hein, c'est assez étonnant. Évidemment, la Formule 1 était un environnement différent, et c'était particulièrement compliqué à l'époque. Mais je restais confiant dans mes capacités et mon talent à bord d'une voiture de course. Et je pense que dès le moment où j'ai rejoint la Formule E, je savais que si les conditions étaient réunies, je serais en mesure de remporter des courses et des championnats. La première année était compliquée car l'équipe était nouvelle. Il y avait tant de choses à apprendre. Mais nous avions décroché quelques podiums et pole position, mais je dirais que c'était une bonne saison. Disons que j'ai douté de rien. Bon alors vous en pensez quoi de Van Dorn, vous? Est-ce que vous voyez revenir en Formule 1 ou pas? Ou est-ce qu'il est un peu finito et grillé en Formule 1 suite à ce qui s'est pris contre Alonso? Dur à dire en vrai. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas lui donner une troisième chance à la limite? Allez. Enfin une deuxième chance on va dire pour un retour en Formule 1. Une troisième saison quoi je voulais dire. Donc ouais. Peut-être qu'il mérite une troisième saison pour voir vraiment ce qu'il vaut. Mais dans quelle équipe ça? C'est la grande question. Williams peut-être? Allez ciao. Alors la F1 a communiqué sur une stat intéressante. Mais, il y a un mais. Donc en gros la stat là, ce sont les pilotes qui ont gagné en partant du plus loin possible. Donc celui qui arrive en premier, c'est Fernando Alonso qui partait 15e à Singapour 2008. Il a gagné. Mais alors, si vous suivez la F1 depuis un moment, vous savez ce qui s'est passé à Singapour 2008. En gros, pour ceux qui savent pas, Briatore a intimé l'ordre à Nelson Piquet Jr. de se cracher exprès pour produire une safety car. Et donc Alonso s'est arrêté juste avant ça pour ravitailler donc chausser des nouveaux pneus. Et ensuite il s'est passé ce qui s'est passé et du coup il a pu gagner la course en ayant créé un chaos indirect. Bon, c'est pas de sa faute à lui, hein, c'est Briatore hein, qui a intimé l'ordre à Piquet. Et donc voilà, il arrive en tête de cette stat au final en ayant cheaté totalement de la via Renault la course, sabotage de course. Le deuxième c'est Hamilton, il est parti 14e en Allemagne 2018 et il a gagné. Ensuite, Verstappen P10 P1 en Hongrie 2022, Ricciardo P10 P1 Azerbaïdjan 2017, Gasly P10 P1 Monza 2020, Ocon P8 P1 Hongrie 2021, Perez P6 P1 Azerbaïdjan 2021, Vettel, bon, il a fait... Alors, Vettel, pour le coup, il est pas parti très loin à chaque fois qu'il a gagné, P3 P1, Bottas P3 P1, Leclerc P2 P1 et Sainz P1 P1. Pour sa seule unique victoire. Donc évidemment là c'est les pilotes en activité, hein. J'imagine que Raikkonen et Schumacher ils auraient pu rentrer dans ces stats aussi, mais bon ils sont plus en activité forcément. Donc bref, ouais c'était juste pour vous dire qu'ils ont mis Alonso premier, mais bon, vu le déroulement de la course, moi j'aurais un peu honte de le mettre premier quoi, hein. Sachant que le résultat a quand même été saboté, même s'il a été entériné au final, puisqu'on a su qu'après que c'était un complot de la part de Renault et Briatore. Vous en pensez quoi, vous, qu'ils aient mis cette fameuse course, qu'ils ont pris en compte cette fameuse course, du coup? J'ai vu que ça a gueulé hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je vous laisse commenter, ciao. Sainz est réticent à piloter des voitures de F1 historiques. Il a peur de les endommager. Bon, c'est quoi ça? Pourquoi non. Pourquoi il les endommagerait? Il a pas confiance en ses capacités de pilotage ou quoi, là? Alors certes, bon, quand on a vu Leclerc à Monaco, effectivement, lui, il les a endommagés. Pour le coup, mais bon, c'est un problème de frein. J'ai eu l'occasion de tester une vieille Ferrari dans le passé, ça vous donne toujours une vision de la façon dont le sport était il y a longtemps. J'ai deux avis sur la question, car pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi vous avez l'opportunité de gagner un championnat avec Ferrari? Pourquoi risquer de vivre une situation comme celle qui est arrivée à Leclerc? Bah il suffit de pas rouler trop vite, enfin T'es un pilote ou pas là? C'est quoi ça? Oh là là! Mais en même temps, quand allons-nous avoir l'opportunité de conduire ces voitures? Donc chaque fois que je saute dans une F1 classique, j'ai ces choses en tête. Et si je saute dans une voiture, je vais la pousser. Je ne sais pas comment sauter dans une voiture, mettre le coude dehors et conduire. Je n'ai aucune idée de comment faire ça. Je ne peux que sauter dedans et sentir comment ces voitures se sont comportées. Donc chaque fois que je vais sauter dedans, je vais la pousser à fond. Et ces choses peuvent arriver. Bon, là, je sais pas quoi dire. Hein. S'il est pas capable de ralentir un petit peu et d'être conservateur dans son allure, non, le mec, faut qu'il soit pied au plancher dans toutes les voitures qui montent, en fait. Non, mais c'est... ok. Là, c'est lunaire, hein, sa déclaration, là, je comprends pas. Hein. Il peut juste pas faire la part des choses et piloter normalement, tranquillement, on va dire, une voiture historique et piloter à fond sa F1 de tous les jours. C'est trop dur pour Carlos Sainz. Bon, mais c'est étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Concernant le marsouinage,
Toto Wolff a déclaré la F1 ne doit pas imiter la NFL. Il estime que la FIA ne peut pas prendre le risque de se retrouver dans une situation digne de la NFL, en ignorant les problèmes de sécurité potentiels liés au marsouinage et son impact sur la santé des pilotes de F1. C'est très simple, nous avons toujours dit que nous pouvons soit ne rien faire, soit faire ce qui est juste. Nous avons, et la FIA a, vous pouvez leur demander des analyses médicales indiquant que les fréquences d'1 ou 2 Hz sur plusieurs minutes peuvent entraîner des lésions cérébrales à long terme. Nous avons 6 à 7 Hz sur plusieurs heures en F1. Certaines équipes Red Bull en tête ont toutefois remis en cause l'argument de la sécurité avancé par les autres acteurs du paddock, en se demandant si le marsouinage était un vrai problème ou pas. Mais pour Wolff, ce débat n'a pas eu lieu d'être, et l'Autrichien a répété que la FIA ne pouvait pas ignorer les données indiquant les dangers potentiels des rebonds, rappelant les controverses en NFL autour de la santé des joueurs. La Ligue de football américain ayant longtemps minimisé, voire caché les risques de blessures à la tête. La FIA n'a pas d'autre choix que de faire quelque chose. Je pense qu'il est complètement hors de propos d'essayer de laisser faire les choses ou d'avoir des équipes qui font pression pour ou contre une prise de décision. C'est une question médicale à laquelle il faut répondre. Ces rapports sont une réalité, ce sont des faits. Je pense pas que le gang de la FIA se laissera manipuler dans un sens ou dans l'autre. Le GPDA a fait des déclarations, les pilotes ont fait des déclarations de manière anonyme. Les spécialistes et médecins compétents ont été consultés. Le résultat est que les rebonds ne sont pas bons sur le long terme. La FIA dit qu'elle ne veut pas vivre une situation digne de la NFL. Donc il y aura la directive à Spa, hein, évidemment, et donc le règlement technique sera modifié. Les bords des planchers rehaussés de 15 mm pour 2023 et non pas 25, le compromis a été trouvé. Mais ça, vous le savez déjà, on en a déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà, dans les faits, il a raison, Wolff, hein, faut pas que la santé des pilotes soit mise en cause, hein, clairement. Après, comparé avec la NFL, c'est peut-être un peu extrême, parce que la NFL, ils se prennent des coups dans la gueule à chaque match. Donc c'est pas tout à fait pareil quand même, mais bon, je vois où il va en venir, en gros. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Douane, prêt à saisir une opportunité en F1, ce serait difficile de refuser. Mais non, mais il sort d'où, lui? Il va pas remplacer Alonso. Ils vont pas mettre un rookie qui n'a rien prouvé à la place d'Alonso. Au moins, Piastri, il est rookie, mais bon, il a plus de potentiel que ce gars-là, je pense. Hein. Donc voyons l'article quand même. Jack Douane, qui est membre de l'Académie Alpine, qui évolue actuellement dans le championnat de Formule 2, se dit prêt à devenir titulaire dans la catégorie Rennes si jamais une opportunité se présente à lui. Fils de Michael Douane, quintuple champion du monde de MotoGP, le pilote âgé de 19 ans est actuellement 9ème du championnat F2 pour sa première campagne complète dans l'antichambre. Il a remporté 2 courses sprint cette année, Silverstone et Hongrie. Oui, alors contrairement à son père, lui il va se concentrer sur les 4 roues et pas sur les motos, d'accord. Bon, pourquoi pas. L'Australien, lui aussi est australien décidément, a par ailleurs déjà roulé à bord d'une F1 cette année au mois de mai puisqu'il pilotait l'Alpine 2021 au Qatar. Il effectuera d'ailleurs un autre roulage cette année à Monza au volant de la 521. Et les choses pourraient s'accélérer pour Douane si Oscar Piastri est bel et bien signé un contrat avec McLaren pour remplacer Ricciardo. Jack pourrait devenir son remplaçant naturel au poste de pilote de réserve chez Alpine l'année prochaine. Ah oui, pilote de réserve, d'accord. Je pense qu'il serait très difficile de refuser une telle opportunité, quoi qu'il arrive. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un peu d'expérience, ajoute-t-il, tout en admettant qu'il aurait fort à faire s'il devenait titulaire dès la saison prochaine. Mais non, ça c'est pas possible. Alors là, ça serait un peu gros quand même. Hein. Ça a certainement aidé d'avoir passé du temps au volant d'une F1. Cependant, il y aura encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'études approfondies à mener, afin de nous assurer que je sois à la hauteur. Non, clairement, il est trop jeune et il est trop frais, lui. Il faut pas le mettre en F1 dès l'année prochaine. Hein. En tant que pilote de réserve, oui, pourquoi pas, à la limite. Mais pas en titulaire, hein, clairement pas. Il faut qu'il refasse une année de GP2. Hein. Enfin, de F2, pardon. Pas GP2, du coup, ça n'existe plus. Mais voilà. Après, il a pas l'air mauvais, mais bon, il est trop... il manque d'expérience, clairement, pour aller en F1. Il faut qu'il se solidifie en F2 encore, au moins une année, pour avoir une opportunité en 2024, éventuellement. Voilà, vous en pensez quoi de ce pilote? Ciao, ciao. Ben Sulayem et la FIA critiqués. Quand Hamilton va-t-il récupérer son titre? Jamais, hein. Je sais pas qui dit ça, mais jamais, clairement. C'est bien trop tard, là. Donc on reparle du CRB concernant l'affaire Piastri, ok. Certains s'interrogent dès lors, la FIA n'aurait-elle pas mieux à faire? Il y a le clan de ceux qui estiment que la FIA n'a pas à se mêler de ces questions. Puis il y a tous ceux qui ne prennent plus l'instance dirigeante au sérieux, continuent de demander de la clarté sur la finale 2021. Max Verstappen avait été titré champion du monde, de façon plus ou moins controversée après les décisions prises par le directeur de course de l'époque, Michael Masi, la fameuse Human Error. Après quoi, elle s'était définitivement séparée de l'Australien, qui a déclaré récemment qu'il avait signé une clause de confidentialité l'empêchant formellement d'évoquer l'affaire. Dès lors, certains réclament toujours que le titre de 2021 soit rendu à Lewis Hamilton. Ouais, c'est beau l'espoir, hein, mais bon, ça n'arrivera pas les gars, désolé. Hein. Désolé de vous dire, hein, les gars et les filles d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes qui commentent. Voilà, malheureusement c'est trop tard, le mal est fait.
Et Lewis ne récupérera jamais ce 8e titre de 2021. Il va falloir qu'il en gagne une autre saison, pas 2022 du coup, c'est trop tard. Mais il va falloir qu'il se remette en selle et qu'en 2023 il retente sa chance. Avec une voiture, on espère, plus performante. Après voilà, hein, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ils n'ont pas à se mêler du contrat Alpine, McLaren, Piastri. Qu'est-ce que ça peut leur foutre en fait? C'est pas leurs oignons quoi. Depuis quand la FIA se mêle des transferts de pilotes? Non mais, on est où là? Je vous laisse commenter, ciao. Hamilton pourrait faire obstacle au titre de Verstappen, non? Alors, comment hein, non, en fait, non, clairement pas. Comment il peut faire? Alors, Coulthard, je pense que c'est une grande saison jusqu'à présent. Ferrari a probablement eu la voiture la plus rapide en qualif, mais Red Bull a eu plus de fiabilité et une voiture de course plus rapide. Ce championnat semblait se jouer à peu de choses après les premières courses, mais bien sûr Max a maintenant pris une grande avance. Mais ce n'est pas fini pour autant, tant que c'est pas mathématiquement fini. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'intrigues dans la seconde moitié de saison. Mercedes semble revenir. Ok. Mais en fait, le titre n'a aucun rapport avec l'article, là. Ça, c'est terrible. Bah, je ne mettrai pas ce titre-là parce que c'est complètement mensonger. Donc, c'est un scandale. En aucun cas, Mercedes peut faire obstacle au titre de Verstappen. Hein. Il y a trop de retard. Hein. Que ce soit Russell ou Hamilton, d'ailleurs. Par contre, ils peuvent faire obstacle à la deuxième place de Ferrari au championnat constructeur. Ça, oui. Bon, je vous laisse commenter. Qu'en pensez-vous? Ciao. Alors, Pato Howard confirme l'accord McLaren-Piastri. Les places sont prises au pilote mexicain IndyCar, a fait remarquer que Zak Brown ne peut plus lui promettre une place en F1, ce qui est un autre indice de la signature de Piastri. Bah oui, forcément. Non mais on est au courant, hein. De toute façon c'est un secret de polichinelle. Maintenant il faudrait peut-être révéler ça au grand public, du coup. Bon, je vous passe toute l'intro qui est assez longue. Ça m'a fait rire, l'affaire Piastri a déclaré Howard, je la suis et j'en ris, parce que Zak Brown a promis la même chose. Entrer en F1 donc, à beaucoup de pilotes. Mais il n'y a qu'un seul dessert et pas 5. Pour l'instant, Zak Brown ne peut pas m'offrir de place en F1, conclut Howard, parce qu'il n'en a pas, les places sont prises. La référence, plutôt qu'au contrat de Ricciardo, qui est officiellement expiré en 2023, semble être le recrutement de Piastri qui, avec Norris, pourrait former l'équipe McLaren dans les années à venir. Bah oui, c'est évident. Là, Zak Brown, il promet beaucoup de choses, il vend beaucoup de rêves aux pilotes, mais derrière, bah, ça suit pas en fait, et il se retrouve dans des catégories de seconde zone, comme l'extrême E. Bon, la Formule E aussi. L'IndyCar, c'est un peu mieux, c'est plus prestigieux, entre guillemets, mais bon, c'est pas non plus la panacée, il faut s'exiler aux US et tout. Bon, c'est moyen, quoi. Hein. Donc, ouais, Zak Brown, il vend pas mal de rêves, et au final, il assume pas trop derrière. Moi, c'est ça que je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, la FIFA qui a un peu trahi la Formule 1, pour le coup. Enfin, trahi, ils s'en foutent, hein. Mais ils ont avancé le match d'ouverture de la Coupe du Monde au dimanche soir, alors que ça devait débuter le lundi, finalement. Donc ça sera Équateur, Qatar, à 17h en France, 19h heure locale, sachant que le Grand Prix d'Abu Dhabi commence 2 heures plus tôt. Donc normalement il n'y aura pas de clash direct, sauf que bah, évidemment il y a la cérémonie d'ouverture qui va rentrer en conflit avec la F1. Bon après vous me direz, la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Surtout que le match Qatar-Équateur, je vais y arriver, eh ben, c'est un match de merde. Hein. Qui va regarder ça en vrai? Hein. Tout le monde s'en branle, hein. Franchement... Donc vous me direz, s'il n'y a plus d'enjeu dans le Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que Verstappen va gagner le titre une ou deux courses avant, ça va pas non plus être fou pour les audiences de la F1, mais bon. Donc la FIFA, dans son communiqué, a déclaré que cette décision fait suite à une évaluation des implications sportives et opérationnelles de cette reprogrammation, ainsi qu'à un processus de consultation exhaustif et un accord avec les principales parties prenantes et le pays hôte. Bien évidemment, la décision a été vivement critiquée du côté des organisateurs de la F1 qui payent très cher pour voir la finale de la F1 chaque saison. Si en plus d'un manque d'enjeu, un autre événement majeur est programmé en même temps, ça serait la double peine. Ouais, alors techniquement, c'est pas en même temps, c'est juste la cérémonie d'ouverture qui sera en même temps. La cérémonie d'ouverture, mais finalement qui pourrait être plus intéressante que le match en lui-même. Donc, bon, et on verra, hein, de toute façon. Moi, je privilégierais toujours la F1. Et j'ai envie de dire, il faut même boycotter cette Coupe du Monde, qui est la Coupe du Monde de la honte, finalement. Avec des stades climatisés, hein, pour permettre aux joueurs de respirer, forcément. Il va faire tellement chaud là-bas. Ouais, niveau coût écologique, ça va être un peu dur. Et puis même, sans parler des constructions des stades dans des conditions extrêmement limites, voire même plus que ça. Bref, je me contenterai de regarder les matchs de la France, mais c'est tout. Hein. Minimum syndical, pour ma part. Allez, ciao.